Merci beaucoup, Jean-Marie, de votre invitation à ce colloque. En fait, je n'étais pas prévu pour parler à ce colloque et je m'y étais refusé. Et finalement, je me suis trouvé embarqué du fait de l'absence d'un des conférenciers. Je voudrais m'excuser aussi auprès de Benoît Gauthier, mon répondant, pour lui avoir donné qu'un texte torché, qui est celui que je vais, et seulement une partie de celui que je vais lire aujourd'hui. Il est vrai que quand on parle de métaphysique de la connaissance, c'est un terme effectivement un petit peu pompeux. On peut s'attendre à ce que le propos soit assez général, vaste et englobant. Et de fait, il a certaines de ces caractéristiques-là, et donc il n'a pas la qualité du standard donné jusqu'à présent dans ce colloque par les autres exposés. C'est beaucoup plus quelque chose qui est peint avec une très grosse brosse. Mais néanmoins, les points sur lesquels je voudrais parler sont relativement limités. Alors, je voudrais d'abord, avant tout, faire quelques préliminaires méthodologiques. Je dirais qu'il y a au moins trois sens dans lesquels on peut parler d'une métaphysique de la connaissance. Il y en a sûrement d'autres, mais ceux qui pourraient être pertinents dans le cadre d'un colloque d'épistémologie seraient les suivants. Le premier, c'est celui dans lequel Kant nous dit dans l'esthétique transcendantale, de manière fameuse, que par exposition de la représentation, bien que non, il entend par métaphysique la représentation, bien que non détaillée, de ce qui appartient à un concept. Pardon, il entend par exposition en général la représentation de ce qui appartient à un concept, et l'exposition est métaphysique quand elle contient ce qui présente le concept comme donné a priori. Alors, comme vous le savez, ce sont les propriétés d'un concept pris en lui-même que Kant appelle métaphysique, par exemple le concept d'espace, indépendamment de toute expérience, par opposition à des propriétés qui concernent sa relation à ce concept avec une expérience possible. Et à ce moment-là, Kant nous dit que c'est une exposition transcendantale. Ça, c'est le premier sens. Le deuxième sens, plus familier, c'est celui aussi qui est un sens un peu quasi-kantien. On appelle métaphysique de la connaissance une analyse des limites de la connaissance, c'est-à-dire du problème de savoir si on peut connaître les choses telles qu'elles sont, en soi, indépendamment de nos représentations. Et c'est, je crois, en ce sens-là que Jules Vuillemin parlait d'une métaphysique de la connaissance. C'est la première fois que j'ai rencontré cette expression dans l'introduction de son livre sur les leçons sur la première philosophie de Russell. Et donc la question de savoir s'il peut y avoir une connaissance métaphysique relève aussi de cette enquête, ainsi que ce on pourrait appeler l'épistémologie de la métaphysique elle-même. Je ne vais pas en parler, mais je mentionne ça parce que beaucoup de métaphysiciens contemporains semblent tenir que l'enquête métaphysique, en tant que telle, sur ce qui est, n'a pas besoin d'une épistémologie, c'est-à-dire elle n'a pas besoin d'une conception de la manière dont on connaît l'existence et la nature des entités qui composent la réalité. Parce que ça sonne kantien, ça sonne vérificationniste, et ça se fait pas. Donc, le problème, c'est qu'en fait, une épistémologie de la métaphysique n'a absolument pas ce genre de conséquences vérificationnistes ou quasi-kantiennes, parce que ce n'est pas parce qu'un type d'entité existe qu'on est dispensé de la question de savoir comment on la connaît. Et maintenant, le troisième sens, celui qui m'intéresse, c'est que on ne peut pas vraiment dire que les épistémologues contemporains aient retenu ces usages kantiens du terme métaphysique, même s'ils ont discuté le problème des limites de la connaissance. Mais ce qu'ils entendent par là, quand ils opposent une analyse conceptuelle de la connaissance à une analyse métaphysique, ils veulent dire que l'analyse du concept de connaissance, que ce soit sous la forme des conditions a priori de possession de ce concept ou sous la forme des conditions linguistiques de l'emploi des mots savoir et des mots connaître, est une enquête sui generis. Ils entendent également par analyse du concept de connaissance, une analyse de l'essence et de la nature de la connaissance dont il est possible de donner une définition réelle.
Alors rien n'indique mieux la différence entre ces deux conceptions que les interprétations rivales qui ont été données des contre-exemples de Guettier par respectivement un philosophe néo-wittgensteinien comme Peter Hacker d'un côté et un métaphysicien réaliste tel que Williamson. Le premier y voit une forme d'analyse conceptuelle très limitée, alors que le second y voit, dans ces exemples de Guettier, l'exposé de contre-possibilités réelles au sujet d'une entité dotée de conditions modales. Pourtant, même les tenants de l'analyse métaphysique ne refusent pas l'analyse conceptuelle ni l'analyse linguistique. Ils considèrent cette dernière comme un guide ou la base d'une inférence à la meilleure explication de ce qu'est la connaissance. Particulièrement, même chez Moore, qui inaugura ce genre d'analyse au XXe siècle, la frontière n'est pas toujours nette entre la dimension linguistique et la dimension de ce qu'on pourrait appeler substantielle de cette analyse. Donc quand je parle ici de métaphysique de la connaissance, je m'intéresse, comme je viens de le dire, ni au premier sens kantien, ni au second, et j'entends bien par là une analyse de la nature de la connaissance, c'est-à-dire du type de chose, de propriété ou d'entité qu'est la connaissance. Mais je ne crois pas non plus que cette enquête puisse se limiter au niveau strictement ontologique et qu'elle puisse se dispenser des deux autres niveaux d'analyse, à savoir linguistique et conceptuel. Certes, la métaphysique de la connaissance est d'abord une enquête métaphysique, au sens de la question ontologique de savoir quelle sorte d'entité est la connaissance. Est-ce que la connaissance est une entité primitive, indéfinissable, non composée d'autres entités, ou bien est-ce qu'elle est un composé d'autres entités? Est-ce que c'est une propriété? Est-ce que c'est une relation? Si c'en est une, à quelles autres entités? Et une entité de quel type? Est-ce que c'est une entité mentale, physique? Si elle a des propriétés, quelle est leur nature? Est-ce que elles sont modales, pas modales? Est-ce que cette enquête ontologique sur la nature de la connaissance est indépendante de l'analyse du concept de connaissance, au sens où la pratique des philosophes qui construisent des expériences de pensée sur des cas possibles? Non, je ne crois pas. Elle n'est pas non plus indépendante d'une analyse des propriétés sémantiques de savoir, telles que la plupart des philosophes de la tradition analytique contemporaine la pratiquent. Mais ces analyses conceptuelles sont essentiellement a priori. En ce sens, elles sont conformes à ce que Kant appelle l'analyse métaphysique d'un concept. Bien qu'il faille distinguer le niveau linguistique et sémantique de l'analyse du concept de connaissance du niveau conceptuel proprement dit, et du niveau métaphysique de l'analyse de la nature de la connaissance, ces trois niveaux ne sont pas totalement indépendants. Un bon moyen de les distinguer, c'est de voir leurs liens et de suivre ici Ernest Sosa dans son récent livre qui s'appelle Epistemic Agency, où il confronte aux trois niveaux une analyse de la connaissance, une analyse de l'action et une analyse de la perception. Prenez l'action. Au niveau linguistique, l'analyse de l'action, de la perception et de la connaissance consiste en un examen de la logique et de la sémantique des expressions qui imputent l'action, telles que les verbes d'action, leur sujet, leur complément d'objet. Cette analyse nous donne des informations sur le concept d'action, en particulier les liens inférentiels qui l'unissent à d'autres concepts comme celui d'agent, de cause, de raison ou d'intention. Ça nous permet aussi, si on accepte la thèse sur laquelle il y a un rapport entre la forme logique, les conditions de vérité et les entités auxquelles font référence ces phrases, de nous demander si les phrases d'action font référence à des événements, à des processus ou à des substances. Mais ni la sémantique de ces phrases, ni l'analyse du concept d'action ne nous livrent directement la clé de l'ontologie de l'action, mais elles peuvent nous guider. Une métaphysique de l'action demandera plus qu'une analyse de la forme logique, elle demandera une théorie des entités en question. Mais ces relations ne valent que si on a une certaine conception via des concepts, des actions. Pourquoi, mais toujours le même problème, pourquoi ce qui est vrai des concepts devrait-il être vrai de leurs référents ou des objets qui tombent sous ces concepts? Il est certain que si vous définissez un concept uniquement par son rôle inférentiel, indépendamment des conditions de vérité des pensées auxquelles il contribue, ce que nous savons des concepts ne pourra pas beaucoup nous guider vers les objets ou entités auxquels ils s'appliquent. Et donc il faut accepter un principe que j'emprunte à Peacock, alors est-ce que je l'ai mis ça? Oui, c'est ici, à savoir le principe sur lequel posséder un concept, c'est savoir ce que c'est pour quelque chose que d'être la valeur sémantique de ce concept. Par conséquent, il y a une relation entre le sens et la référence, comme des bons esprits l'ont pensé. Si on se tourne vers la connaissance, vous retrouvez cette division que vous voyez, vous pouvez trouver dans le domaine de l'action. Au niveau sémantique, vous vous intéressez à la sémantique des expressions de la forme x c'est que p, à leur lien inférentiel avec d'autres expressions comme x croit que p, à leur caractère factif et ainsi de suite. Au niveau conceptuel, vous demanderez si le concept de connaissance est associé à d'autres concepts et aux conditions de possession de ce concept.
Enfin, au niveau ontologique, on se demandera si la connaissance est un état, une disposition, un processus, si c'est un état mental ou non. On se demandera si ce qui est connu, ce sont des faits ou des propositions. Mais même si l'analyse ontologique est supposée porter sur ce qu'est objectivement la connaissance, elle est tout autant une analyse du concept de connaissance qu'une analyse de la connaissance elle-même. Ainsi, Williamson, quand il propose de traiter le concept de connaissance comme un concept primitif et comme état mental factif générique, nous dit qu'il propose une analyse modeste du concept de savoir. En fait, ce n'est pas tellement modeste, mais enfin, il tient son analyse conceptuelle comme impliquant une ontologie de la connaissance. De même, Frank Jackson, dans des textes que Claudine Tiercelin a beaucoup commentés, nous dit que la métaphysique sérieuse passe par l'analyse conceptuelle. Alors évidemment, il y a différents critères de ce que c'est que le sérieux en philosophie, comme vous le savez, mais ce type de sérieux-là ne dissocie pas l'analyse conceptuelle et l'analyse métaphysique. Donc il y a un sens dans lequel l'analyse sémantique, l'analyse conceptuelle et l'analyse ontologique ne s'opposent pas. Et c'est donc en ce sens que j'entends envisager les questions de la métaphysique de la connaissance. Alors, dans ce qui suit, je voudrais d'abord faire un parallèle entre action, perception et connaissance, revenir au problème qui a déjà été beaucoup discuté de la primarité de la connaissance, c'est-à-dire de savoir si c'est une notion simple ou primitive, et je voudrais examiner ce que ça implique, et rapidement me situer dans la lignée de ce que Williamson a dit, mais également dire qu'il n'a pas montré que c'était une notion simple et primitive, même si son argument en faveur de l'idée que savoir est l'attitude factive la plus générale est dans ses grandes lignes correcte. Deuxièmement, je voudrais envisager la question des relata de la connaissance. Est-ce que ce sont des faits ou des propositions? Et ici, je voudrais dire un mot, mais je ne pourrais pas le discuter, ça mériterait en fait, j'avais pensé au départ, faire une discussion complète de ce livre de Keith Ossack, qui s'appelle The Metaphysics of Knowledge. Selon lui, ce sont les relata de la notion de la connaissance, ce sont des faits au sens de complexe d'entités dans le monde, et cette conception, selon lui, s'harmonise avec l'idée que la connaissance est une notion primitive, indépendante de la croyance. Et je voudrais simplement suggérer que la conception propositionnelle des faits est plus crédible que la conception néo-russellienne de Ossack. Mais enfin, j'avoue que je n'ai pas grand-chose à dire vraiment sur ce sujet. En troisième lieu, et toujours de manière aussi très très schématique, je voudrais soutenir que bien que la connaissance soit un état mental, cette conception n'est pas incompatible avec l'idée raélienne qu'il s'agit d'une disposition ou d'une aptitude, à condition qu'on se débarrasse de l'idée que la connaissance pratique n'est pas une forme de connaissance factuelle. Donc d'abord, est-ce que la connaissance est inanalysable? Williamson, à l'origine, au début de son livre Knowledge and its Limits, fait une sorte de relation générale entre, il nous dit que la connaissance et l'action, j'ai mis la phrase en anglais, sont des relations centrales entre l'esprit et le monde. Dans l'action, le monde est adapté à l'esprit, et dans la connaissance, l'esprit est adapté au monde. Quand le monde est mal adapté à l'esprit, il y a un résidu de désir, et quand l'esprit est mal adapté au monde, il y a un résidu de croyance. Et comme vous le savez, presque tout le livre de Williamson et son programme philosophique visent à réduire la croyance à ce rôle de résidu dans la relation esprit-monde et à placer la connaissance au centre. Mais quand on dit que la direction d'ajustement ou l'adaptation de la connaissance est esprit-monde et que la croyance est ce qui reste quand l'esprit est mal adapté au monde, cela laisse entendre que la croyance est une composante de la relation esprit-monde, au même titre que le désir est une composante de la relation monde-esprit. Mais en fait, ce n'est pas du tout, comme vous savez, ce que veut dire Williamson. Il tient au contraire la relation première comme étant la connaissance, admet que celle-ci implique la croyance, mais il refuse la thèse selon laquelle la connaissance serait un composé de la croyance, du monde, et de ce quelque chose égale X, à savoir la glu épistémologique qui les attache. On a parfois l'impression que la thèse que Williamson appelle « knowledge first », qu'on pourrait traduire par « la connaissance d'abord », presque un slogan « les Français d'abord »,« la connaissance d'abord », que défend Williamson, implique que la relation entre l'esprit et le monde par la connaissance, et que cette notion, si cette notion est première, ça implique que cette relation est une relation directe, qui ne passe pas par la croyance. En effet, Williamson soutient que la connaissance est une notion primitive, inanalysable,
Et il donne un argument bien connu en faveur de ce qu'il appelle la primarité, primeness, de la connaissance. Et cet argument que vous avez ici sur la diapo est en gros le suivant. Premièrement, excusez-moi, ce n'est pas ici que je l'ai, c'est là. Les analyses usuelles du concept de savoir comportent habituellement une condition non mentale, la vérité. Deuxièmement, tout concept est composé, est composé d'une conjonction d'un concept non mental et d'un concept qui serait une conjonction d'un concept mental. Pardon, tout concept composé d'une conjonction d'un concept non mental et d'un concept qui serait une conjonction d'un concept mental serait un concept non mental. Troisièmement, le concept de savoir est un concept mental. Quatrièmement, le concept de savoir n'est pas un concept conjonctif, c'est un concept inanalysable. Cinquièmement, aucune analyse conjonctive de savoir n'est correcte. Évidemment, il faut détailler certains de ces points, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais cet argument est supposé se situer, comme vous le notez, au niveau des concepts. Mais, comme le dit Williamson dans son livre, il se transpose au niveau métaphysique. L'état de savoir est distinct de l'état de croire vrai. Mais les deux types de contrastes, conceptuels versus métaphysique, ne s'impliquent pas l'un l'autre. Mais nous dit Williamson, il est néanmoins difficile de voir comment on pourrait accepter le premier contraste sans accepter le second. C'est-à-dire, si le concept savoir était un concept non mental d'un état mental, sa coextensivité avec un concept mental serait une coïncidence bizarre. Voilà le passage de l'un à l'autre. Non seulement l'état de savoir est distinct de l'état de croire vrai, mais il l'est aussi de croire vrai, plus une condition quelconque, anti-Guettier, sur la justification. Alors, supposons que nous acceptions cet argument. Le fait de l'accepter entraîne-t-il que nous devions renoncer à toute analyse conjonctive du savoir? Et pour le voir, je vais revenir à la diapo qui était tout à l'heure. Là, considérons un parallèle, et toujours emprunté à Sosa dans son livre Epistemic Agency, entre action, perception et connaissance. Et là, c'est ce qui est dans le bas de ma diapo. Comme on le sait depuis Davidson, on peut définir une action comme la conjonction d'une raison ou de l'intention et de l'événement qu'elle cause. Mais cette analyse est sujette à l'objection selon laquelle la chaîne causale qui conduit de l'intention à l'action peut être une chaîne déviante. Pour ceux d'entre vous qui n'êtes pas familiers avec l'exemple, supposez par exemple que je sois le domestique de Freud, je veux me venger de mon maître parce qu'il ne me paye pas suffisamment, je sais également que Freud va scruter mon inconscient, et donc, ce que je fais, c'est que je me mets à tenir le vase Ming qui se trouve dans le bureau de Freud, au-dessus du sol carrelé de la pièce, et je m'apprête à le faire tomber. J'ai l'intention de casser le vase Ming de Freud. En fait, je suis tellement nerveux au moment où je fais ce geste, qui m'apprêter à... que le vase échappe de mes mains et tombe. La chaîne causale, ici, est déviante parce que la cause n'a pas été mon intention, mais mon énervement à la pensée que j'allais pouvoir faire du mal à Freud. Donc, ici, quand vous avez ce problème-là, la seule réponse qu'on semble pouvoir donner, c'est que la relation causale doit être appropriée. Il faut que ce soit la bonne cause. De même avec la perception. Vous pouvez, selon une définition célèbre de Paul Grice, définir causalement la perception comme le fait d'avoir une expérience sensorielle causée par un événement qui se trouve dans l'environnement. Mais là aussi, la relation causale doit être appropriée pour éviter, par exemple, les hallucinations véridiques. Alors, ça c'est le volet perception, mais vous pouvez également, et en appliquant la définition de Sosa, définir la connaissance comme la croyance apte, c'est-à-dire la croyance causée de manière appropriée, telle que le hasard épistémique n'intervienne pas, telle qu'on n'ait pas de cas Guettier ou de malingénie Guettier qui viennent. Donc cette analyse est effectivement une analyse conjonctive, contrairement à ce que Williamson prescrit. Mais tout comme pour l'action et la perception, cette analyse conjonctive est sujette à des contre-exemples. Par exemple, pour prendre la métaphore de Sosa, de même qu'un archer peut atteindre la cible par l'effet du lancer compétent de sa flèche,
mais qu'on puisse se trouver dans une situation où il y a brusquement un coup de vent qui d'abord détourne la flèche et puis ensuite ramène la flèche dans sa trajectoire appropriée et envoie la flèche dans la cible. De la même manière qu'on peut concevoir ça avec l'archer, vous pouvez imaginer des situations où la connaissance est obtenue par des manières compétentes, mais détournées. Et donc, nous avons besoin que la compétence se manifeste de la bonne manière. Vous retrouvez cette idée de la bonne manière ou de la manière appropriée. Et donc, action, perception et connaissance sont ce qu'on peut appeler des phénomènes factifs. Ils impliquent tous trois une relation entre l'esprit et un fait du monde. Mais dans cette relation, pour reprendre une terminologie que nous avons déjà beaucoup utilisée, il y a toujours un bon cas et un mauvais cas, comme dans un scénario sceptique. Un partisan de l'analyse conjonctive, celui qu'on appellera un conjonctiviste, dira que ce qui différencie le bon et le mauvais cas, c'est un facteur d'ordre supérieur, comme dans la théorie de la perception, dans la théorie disjonctive de la perception. Là, il s'agit de la théorie conjonctive de la perception. Un facteur d'ordre supérieur commun aux deux cas. Pour la perception, ce facteur supérieur sera une sensation ou une certaine sorte de représentation. Pour l'action, une intention ou un certain type d'intention. Pour la connaissance, une croyance dotée de certaines propriétés, par exemple notamment la relation causale appropriée. Et donc, ça c'est la partisan de l'analyse conjonctive. Mais un partisan de l'analyse disjonctive, dans un cas comme celui-là, dira au contraire qu'il n'y a justement pas de facteur commun de ce genre. Il y a juste une relation causale entre action et fait, entre perception et fait, entre connaissance et fait, relation qui est ou bien là, ou bien pas là. Or, si vous acceptez l'argument williamsonien de la primarité de la connaissance, alors vous devez admettre que vous ne pouvez pas analyser le bon cas en termes de facteurs indépendants, c'est-à-dire des facteurs du genre intention plus action, plus succès dans l'action, percept plus fait, croyance plus vérité. Donc, on doit, selon l'argument williamsonien, admettre le disjonctivisme, pas au sens de Pritchard, mais au sens traditionnel, disons, du disjonctivisme. On doit admettre le disjonctivisme par les trois phénomènes. Il n'est pas possible de trouver une relation causale qui serait le facteur commun au bon et au mauvais cas. Dans l'action, la perception et la connaissance, on ne peut donner une analyse métaphysique en termes de facteurs indépendants conjoints par un facteur commun. Ça, c'est le résultat de cette analyse des premiers chapitres de Williamson. Maintenant, ma question, c'est est-ce que ça interdit pour autant de donner, dans le cas de l'action, de la perception et de la connaissance, une analyse causale correcte? Je pense que non. Prenez le cas de l'action. Face au problème des chaînes causales déviantes, on a proposé, comme Searle, de recourir à des notions comme celle d'intention antérieure à l'action et d'intention dans l'action. Bon, c'est un peu une sorte de mouvement un peu verbal, mais ça indique une direction. Je pense qu'une conception cognitive de l'action, comme celle de Marc Jeanneraud et celle également d'Elisabeth Pachery, introduit des états intermédiaires à un niveau cognitif subpersonnel. Et il me semble que cette analyse causale révisée a bien des choses pour elle. De même pour la perception, on peut distinguer différents niveaux de perception et essayer de proposer une analyse causale. Alors, si on prend cette analogie avec le cas de la perception et le cas de l'action, qu'est-ce qui, pour le cas de la connaissance, nous interdit de formuler des conditions correctes de causalité? On peut soutenir, comme Sosa, que la connaissance est la croyance apte, fondée sur le bon type de compétence, ou qui soit telle que la compétence se trouve manifestée. On peut soutenir, comme les fiabilistes, qu'il y a une notion de croyance fiable que l'on peut spécifier. Alors, il y a certes évidemment ici un risque que la notion de compétence ou de fiabilité utilisée reste ouverte à des contre-exemples du type familier. Mais enfin, ça ne condamne pas tout type d'analyse que ce soit. Alors, ce qui vaut pour l'argument williamsonien de la primarité vaut aussi, me semble-t-il, pour son argument, qui se trouve aussi dans le même chapitre, en faveur de l'idée que la connaissance est, nous dit-il, l'attitude factive la plus générale. Or ici, comme l'a montré John Hyman récemment, cette thèse peut être comprise de deux manières. Elle peut être comprise d'abord comme la thèse sur laquelle savoir est le genre, dont les attitudes factives telles que percevoir, se souvenir, remarquer, sont des espèces. Par exemple, pour reprendre la formulation de Williamson, on peut penser que c'est la relation entre déterminable et déterminé, comme la relation qu'il y a entre avoir une couleur et avoir une couleur spécifique. Mais cette
cette thèse de Williamson sur laquelle la connaissance est l'état factif le plus général peut être aussi comprise comme l'idée que pour avoir une attitude factive, il faut d'une manière ou d'une autre avoir un certain type de savoir. Autrement dit, elle peut être comprise comme la thèse en laquelle la connaissance est une condition nécessaire à la possession d'une attitude factive. La première thèse, la thèse générale, qui dit toute attitude factive est une forme de savoir, est certainement bien plus ambitieuse que la seconde, qui dit que toute attitude factive suppose une forme de savoir. La première implique la seconde n'implique pas la première. Pour voir la différence, considérez la relation entre connaître quelqu'un et l'aimer, ou le haïr. Pour aimer quelqu'un, il faut le connaître, ou la connaître. Mais il ne s'ensuit pas que l'amour soit une forme de connaissance, contrairement à ce que dit la Bible. Haïr ou aimer quelqu'un ne sont pas des manières de connaître quelqu'un. Alors on me dira que ça ne s'applique pas à Dieu, mais comme Dieu n'existe pas, ce n'est pas pertinent. De même, pour les attitudes factives, vous pouvez être heureux que l'automne approche, et il semble bien que ce soit impossible d'avoir cette attitude sans que l'automne approche, c'est-à-dire sans être en relation avec le fait que l'automne approche, c'est-à-dire encore sans savoir que l'automne approche. Ça va. Mais donc la thèse selon laquelle toute attitude factive suppose un savoir est correcte. Mais s'ensuit-il que l'attitude d'être heureux que l'automne approche soit elle-même une forme de savoir? Prenez démentir. Démentir est factif. On ne dément que des nouvelles qui ont été annoncées comme telles et qui sont sues comme telles. Il ne s'ensuit pas que démentir soit une forme de savoir. Ou encore, vous pouvez vous amuser d'une de mes blagues, ce qui suppose que j'ai effectivement fait une blague. Mais il ne s'ensuit pas que s'amuser des blagues de Pascal Angèle soit une forme de savoir. De même, de manière peut-être plus importante pour certains projets épistémologiques contemporains, le fait que vous puissiez, comme ces projets le proposent, renverser l'ordre d'explication pour expliquer en termes de connaissance certaines notions qu'on a tendance à définir indépendamment de la notion de connaissance, n'implique pas que ces notions soient elles-mêmes des formes de connaissance. Par exemple, Jonathan Sutton, dans un livre très provoquant qui s'appelle « Without Justification », soutient qu'il ne peut pas y avoir de justification s'il n'y a pas de connaissance. Et il en conclut que la justification est la connaissance. Mais l'un ne s'ensuit pas de l'autre. L'autre ne s'ensuit pas de l'un. Et quand il nous dit ceci, je voudrais montrer que nous n'avons pas, et sans doute ne pouvons pas avoir une notion fonctionnelle qui marche de justification qui soit distincte de celle de la connaissance, et en deuxième lieu qu'on est bien mieux en épistémologie sans en avoir. Alors ce projet, effectivement, est très ambitieux, mais si on suit le raisonnement que j'ai donné pour les attitudes factives, on a lieu de soupçonner a priori que l'idée que la justification soit la connaissance ne dérive pas de l'idée qu'il ne peut pas y avoir de justification sans connaissance. Alors peut-être que la connaissance est une condition nécessaire de la justification, mais ce n'est pas du tout certain qu'on doive formuler l'identité. Donc la conclusion, qui est sans doute certainement très rapidement atteinte ici de cette section, est qu'on peut admettre, avec les partisans de la conception de la connaissance d'abord en épistémologie, qu'on ne peut pas donner une définition de la connaissance en termes de conditions nécessaires et suffisantes, ni au niveau des concepts, ni au niveau des choses ou des natures, mais qu'il ne s'ensuit pas qu'on ne puisse pas décomposer en éléments plus simples la connaissance, comme la notion de croyance, de causalité ou de compétence. Alors, maintenant, je voudrais considérer deux sortes d'éléments propres à cette analyse métaphysique. La connaissance comme relation à des faits et la connaissance comme aptitude. Donc, pour me résumer dans ce que j'ai dit, dans les trois thèses de Williamson, savoir est primitif et indéfinissable, savoir est l'attitude factive générique, savoir est une condition nécessaire de toute attitude factive, je suis content avec la première et la troisième, mais je suis moins content avec la seconde. Passons à l'idée, au problème suivant, est-ce que la connaissance est une relation avec des faits? Avec quel type d'entité sommes-nous en relation quand nous sommes en possession de la connaissance? La réponse naturelle, étant donné que la connaissance est factive, c'est que nous sommes en relation avec un fait. La connaissance ne semble pas avoir le même type d'objet que la croyance. Quand je crois que P peut être faux. Mais quand je sais que P est toujours vrai. P doit donc être toujours un fait. Mais un fait, au sens ordinaire, est une vérité.
les faits au sujet de quelque chose sont simplement les faits, des vérités à propos de cette chose. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'une vérité? Ben, on peut donner une réponse en disant que c'est simplement une proposition vraie. Par exemple, les vérités de la palisse, si je vais à la palisse, sont nécessairement des propositions vraies. Mais, justement, monsieur de la palisse, il énonçait beaucoup de vérités, mais il énonçait pas tellement de faits. En ce sens-là, on peut dire que la vérité, une vérité, c'est la vérité d'une proposition. Les deux ne sont pas la même chose. La vérité d'une proposition n'est pas une proposition vraie, pas plus que la beauté d'un lieu n'est un beau lieu, ou la bonté d'un homme n'est un homme bon. Les faits et les propositions n'ont pas les mêmes propriétés modales, par ailleurs. Par exemple, si Federer l'avait emporté sur Djokovic, la proposition que Federer l'a emporté contre Djokovic aurait continué à exister, mais le fait n'aurait pas existé. Les faits sont découverts ou ignorés, mais la découverte d'un fait est la découverte de la vérité d'une proposition, pas la découverte d'une proposition. Si je suis surpris de l'absence de Jacques, je suis surpris du fait que Jacques soit absent, pas de la vérité de la proposition que Jacques est absent. Par opposition à cela, quand une personne croit que P, elle est en relation avec une proposition. Même quand nous disons des choses du genre « j'ai toujours cru que X était un imbécile, à présent je le sais », qui semblent référer à des propositions comme objet de connaissance, en fait, l'article défini ici ne renvoie pas à la proposition, il renvoie à la vérité de la proposition. Et c'est des considérations simples qui ont conduit bien des auteurs à penser que la connaissance est une relation à des faits. Donc, j'en viens maintenant à Keith Ossack, qui, dans son livre « The Metaphysics of Knowledge », défend précisément cette thèse. Il entend caractériser la connaissance comme une relation simple entre l'esprit et le monde, et rejeter la thèse selon laquelle savoir, c'est croire de manière justifiée une proposition vraie. Mais Ossack construit ce que j'ai appelé à l'instant la relation de connaître la vérité d'une proposition comme une forme de conscience ou une forme d'accointance directe, au sens russellien du terme, avec un fait, ou au sens du XVIIe siècle, puisqu'on employait ce terme-là dans ce sens-là au XVIIe siècle. Un fait n'est pas une proposition vraie, mais c'est au sens russellien un complexe d'objets et de propriétés ou de relations dans le monde. Alors, selon Ossack, croire de manière justifiée une proposition vraie cause, mais ne constitue pas la connaissance d'un fait. La connaissance d'un fait est la connaissance d'un fait causé par quelque chose d'autre, par ce qu'il appelle un acte mental propositionnel tel que croire ou juger que P. C'est une théorie assez bizarre. Il dit que la connaissance est le produit causé par un acte mental qui a une certaine sorte de contenu. La connaissance est toujours attribuable des ré et non pas des dictos. Par exemple, si Pharaon est conscient du fait que espère, je m'excuse, je n'aime pas trop les gens qui parlent d'Hespérus et de Phosphorus, ça c'est du latin anglicisé. Quand vous lisez les textes de la mythologie, vous avez Hespère et Phosphore. Donc, si Pharaon est conscient du fait qu'Hespère brille, il doit aussi être conscient du fait que Phosphore brille, car ce sont un seul et même fait. Alors, Ossack a une très bizarre lecture de la forme logique de X c'est que P ou S c'est que A. Il le rend en disant que, sous une forme quantifiée, il y a un certain X qui est en fait un acte mental, il y a un certain P qui est le contenu, qui est un fait, et qui constitue le contenu de cet acte mental. Et il y a le contenu de cet acte mental. Et savoir que A, c'est tel qu'on sait que A, et que A est un mode de présentation de P, et il est tel que S, ainsi, c'est que P en vertu de X. Alors, je ne vais pas commenter dans le détail ce genre de manière de rendre la forme logique, ce qui est un exercice difficile, qui suppose effectivement qu'on donne en quelque sorte une théorie des conditions de vérité, justement, de la connaissance. Mais, bon, comme vous voyez, c'est le genre de choses auxquelles les philosophes cherchent à s'affronter. Je trouve que c'est une très curieuse définition, parce qu'il est très bizarre tout d'abord de dire, par exemple, qu'on saurait que 2 et 2 font 4, en vertu du fait qu'on a un acte mental sous un certain mode de présentation du contenu que 2 et 2 font 4.
parce que ça semble dissocier la compréhension ou la saisie d'une proposition de la connaissance de son contenu. On peut admettre que ça soit un préalable, mais si la connaissance est une relation avec un fait, c'est la conscience même du fait, de l'aveu même de Hossack, en quoi consiste le connaître, pas la saisie indépendante d'un contenu qui a comme effet de produire en nous ce résultat. Deuxième problème, contrairement aux intentions de Hossack, sa définition de la connaissance comme relation à un complexe russellien s'applique en fait tout aussi bien à la croyance. Une des conséquences d'une théorie russellienne des attitudes est celle que Ruth Marcus a formulée dans un article fameux qui s'appelle « La rationalité et le fait de croire l'impossible », où elle soutient que la Reine Blanche ne peut pas, contrairement à ce qu'elle dit, croire 6 choses impossibles avant le petit déjeuner. Parce que la croyance, nous dit Ruth Marcus, est toujours une relation à un état de choses possible. Et par conséquent, sa thèse est qu'on ne peut pas croire l'impossible. Il me semble qu'il y a une beaucoup plus grande symétrie, dit-elle, entre savoir et croire que l'on ne l'admet. La position que je propose est que, tout comme savoir que P relie un agent à un état de choses réel, effectif, la thèse, la thèse que l'on sait est fausse. Donc, si on fait une assignation de connaissances, c'est forcément un état actuel. De même, il y a un sens important et négligé de croire, tel que croire que P relie un agent à un état possible de choses, car autrement, l'assignation de croyance est erronée en dépit de l'apparence du contraire. C'est-à-dire que c'est une conception hyper russellienne de la croyance aussi. Donc ce qui est embêtant, si vous voulez, c'est que si vous défendez la conception selon laquelle les attitudes propositionnelles telles que la connaissance, ou la connaissance est une relation à des faits et que seule la connaissance a cette relation, et si vous conservez l'engagement russellien que vous avez à des entités telles que des faits, il y a un argument parallèle qui vaut pour la croyance, et du même coup, le contraste que vous voulez faire entre la croyance et la connaissance tombe à l'eau. Marcus suggère, comme le fera elle suggère, comme le fera plus tard Williamson, qui est un grand lecteur de Ruth Marcus, qu'il y a bien plus de similitudes entre la connaissance et la croyance que l'opposition entre une relation à une proposition et une relation à un fait ne peuvent le laisser penser. Et en fait, toute la différence du monde entre soutenir que la connaissance est une espèce dont la croyance est le genre, et soutenir que la croyance est une espèce dont la connaissance est le genre. Or, Marcus soutient, à la différence de Hossack, que la croyance et la connaissance sont des attitudes propositionnelles. Hossack dit « la connaissance n'est pas une attitude propositionnelle ». Selon Marcus, la seule différence entre croyance et connaissance, c'est que la croyance est une relation à un état de choses possible, alors que la connaissance est une relation à un état de choses réel ou réalisé, nécessairement réalisé. Alors, je n'ai pas le temps ici d'énoncer mes raisons pour ne pas tellement aimer l'idée que la connaissance n'est pas une attitude propositionnelle. La première, c'est que si on vous donnait aux attributions de connaissance des formes logiques aussi compliquées que celles que j'ai présentées à l'instant, vous allez sans doute être obligé de reformuler la logique épistémique ou de la complexifier. Alors j'ai tendance à avoir vis-à-vis de la logique une attitude très conservatrice, un peu comme celle de Quine, mais aussi celle de Williamson, qui soutient que si une proposition métaphysique va à l'encontre de la logique, c'est la faute de la métaphysique. Il faut réviser la métaphysique et pas la logique. Donc je ne suis pas du tout comme ces logiciens de nos jours qui décident, dès qu'ils ont besoin d'une distinction, d'inventer une logique idoine. La seconde, c'est que si on refuse le statut d'attitude propositionnelle à la connaissance, on perd l'idée que la connaissance pourrait avoir, comme toutes les attitudes propositionnelles, des conditions de correction. Alors je ne peux pas rentrer là-dedans, mais je suis un partisan de ce que l'on appelle l'idée selon laquelle les attitudes ont des conditions de correction qui sont dans une large mesure celles qui donnent la clé pour la normativité de ces attitudes. Or, les conditions de correction sont associées à des raisons. J'accepte aussi l'idée qu'on doit pouvoir donner des raisons de connaître. Donc, je suis d'accord avec Paul et Gray qui, hier, défendaient cette idée. Donc, là, maintenant, c'est vrai, effectivement, que quand on dans la position de Hossack, on a tendance à être impressionné par le fait que la question « pour quelle raison le croyez-vous » est beaucoup moins bizarre que la question « pour quelle raison le connaissez-vous » ou « quelle raison savez-vous que »
Mais je pense que le fait qu'il y ait un contraste évidemment très fort de ce point de vue vis-à-vis des raisons entre la croyance et la connaissance n'implique pas qu'on ne peut pas dire dans quelles conditions nos raisons de savoir sont correctes ou adéquates. Et par exemple, la position de Paul est une manière d'essayer de le faire. Donc une chose est de dire une vérité, ou en ce sens un fait, qu'un fait n'est pas la même chose qu'une proposition vraie, et de dire que la connaissance est une relation à des faits. Et autre chose est de défendre la thèse néo-russellienne, sur laquelle les faits sont des entités indépendantes et autonomes dans le monde. Alors je ne vais pas rentrer dans la discussion de savoir qu'est-ce qu'on doit donner comme ontologie des faits, ni la question de savoir si les faits sont simplement des propositions vraies. Ce que j'admets néanmoins, c'est la distinction qu'il y a entre une proposition vraie et une vérité, c'est-à-dire entre une proposition vraie et puis quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, va rendre cette proposition vraie. Dernier point, et je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de temps, connaissance et aptitude, ça va aller relativement vite. Une métaphysique de la connaissance, au sens où je l'ai prise ici, est supposée nous dire ce que c'est que la connaissance. Et j'ai exprimé de la sympathie pour la thèse sur laquelle la connaissance est une notion simple, primitive, inanalysable, et par conséquent, pour le programme, connaissance d'abord. Mais j'ai aussi suggéré que le fait d'accepter ce programme ne nous dispensait pas de chercher à expliquer la connaissance en termes d'autres notions. Les auteurs qui défendent ce programme ne s'en privent pas. Comme on le sait, Williamson recourt aux notions de sécurité et de fiabilité pour expliquer comment fonctionne la connaissance, à défaut de la définir en ces termes. On vient de voir que Ossack utilise la notion de causalité pour exprimer la connaissance. Donc toute la question est de savoir jusqu'à quel point vous pouvez utiliser des notions comme celle-ci sans revenir au programme traditionnel qui consiste à définir la connaissance de manière conjonctive. Alors, il y a deux manières de perdre en quelque sorte le bénéfice de la primarité de la connaissance. La première, ça consiste à ramener le problème de savoir ce qu'est la connaissance à celui de savoir quelles sont les sortes de connaissances qu'il y a et comment vous les acquérez. Dans Knowledge and its Limits, Williamson a une déclaration qui va dans le sens de ce que je disais tout à l'heure à propos de l'idée de la connaissance comme état factif le plus général. Mais ici, il dit, quand on sait que A, il y a une manière spécifique dont on connaît. On peut par exemple voir ou se souvenir que A. Bien que cette manière spécifique puisse ne pas avoir de nom dans notre langage, nous pourrions toujours introduire un tel nom, peut-être en faisant un paradigme, une ostension. On pourrait dire que savoir que A, c'est savoir ou se souvenir, etc. C'est-à-dire que la liste soit comprise comme ouverte et que le concept de savoir ne soit pas identifié avec ce concept disjonctif. Alors, ce n'est pas autre chose que la thèse que j'ai déjà évoquée, sur laquelle la connaissance est aux formes de connaissances particulières, comme la couleur est aux différentes manières d'être colorée, c'est-à-dire indéterminable par rapport à des déterminés. Mais Kassim Kassam, dans un livre qui s'appelle « La possibilité de la connaissance », reformule l'idée de Williamson de manière très différente. Kassam soutient qu'on peut expliquer ce que c'est que savoir que P en identifiant différentes manières par lesquelles on parvient à savoir que P. Appelez ça des méthodes aussi, si ça vous amuse. Ça revient à identifier la connaissance à la manière dont elle est acquise. Mais même si c'est une idée qui peut être derrière le programme d'une épistémologie génétique, ou peut-être derrière certaines conceptions entretenues par des historiens des sciences, par exemple, pour ma part, j'ai jadis participé à un programme qui s'appelait « Histoire des savoirs », qui reposait plus ou moins sur l'idée qu'il n'y a pas de nature du savoir, il n'y a que des manières historiquement situées de savoir. Donc quand j'insistais qu'il fallait absolument savoir ce que voulait dire savoir, les gens me disaient non, non, pas du tout, il suffit simplement de savoir comment est-ce qu'on acquiert le savoir. Bon, donc il est possible qu'en effet cette idée soit très répandue, et c'est peut-être proche également de certaines idées wittgensteiniennes et contextualistes d'aujourd'hui. Mais je trouve que c'est une idée fort bizarre. Prenez le fait qu'il y a plus d'eau à Venise qu'à Rome. Une liste des manières de venir à savoir ce fait consiste sans doute dans le fait qu'on m'a dit qu'à Venise, il y a des canaux partout, peut-être aussi le fait que j'y sois allé, le fait que j'ai regardé une carte, le fait que j'ai comparé les propriétés correspondantes à Rome, par exemple qu'il n'y a pas d'aqua alta à Rome, qu'on peut y acheter un appartement au rez-de-chaussée sans problème, etc. Mais comment peut-on dire que savoir cette liste de faits explique ce que c'est que savoir qu'il y a moins d'eau à Rome qu'à Venise? Expliquer ce qu'est la connaissance est une chose, et expliquer ce qu'est la manière dont on acquiert la connaissance en est une autre.
Une liste de manières d'apprendre quelque chose n'est pas la même chose que donner une définition de cette chose. Alors pourquoi est-ce que ce point socratique très banal est souvent oublié? Sans doute, je crois que ça vient du fait que bien souvent, nous associons la question de savoir ce qu'est la connaissance à la question de savoir comment nous connaissons. Souvent, c'est le problème auquel nous avons affaire quand nous voulons réfuter le sceptique, qui nous demande toujours à propos d'un item quelconque, mais comment le savez-vous? Et qui hyperbolise ensuite en demandant comment savez-vous en général? Et évidemment, une réponse tentante dans cette affaire, c'est de dire je le sais comme ci, je le sais comme ça. Alors c'est ici que cette idée s'associe à une autre idée familière, qui est que la connaissance, donc l'idée de manière de connaître et de manière d'acquérir la connaissance, qui est que la connaissance consiste en une certaine forme de disposition ou d'aptitude, ou en un ensemble de dispositions ou d'aptitudes. C'est une idée qui est séduisante pour deux raisons. La première est une raison qu'on peut appeler raélienne, qui est que la connaissance n'est pas de nature propositionnelle, mais de nature habituelle, pas une forme de savoir-que, mais une forme de savoir-faire. On peut aussi d'ailleurs appeler ça la conception belge de la connaissance. En français de Wallonie, on emploie savoir au sens de pouvoir ou au sens de être capable de. On dit « j'ai pas su trouver le restaurant », au sens où je n'ai pas pu, j'ai pas été capable de trouver le restaurant. Et ce sens belge est attesté par l'ancien français. Il est derrière l'expression du savoir-faire que les Anglais appellent « knowing how », savoir comment avec l'infinitif, savoir nager, savoir remuer les oreilles, etc. Mais cette idée raélienne ou belge est séduisante pour une seconde raison. Elle peut s'associer à l'idée répandue selon laquelle la connaissance est l'aptitude à répondre correctement à des questions. Par exemple, il y a eu un colloque à Nancy, auquel quelques-uns d'entre nous avons participé, très intéressant, organisé par Franck Lioro, qui discutait cette question. Alors, évidemment, il y a un problème avec cette conception-là, c'est que, vu que les animaux, à l'exception de quelques éléphants, quelques caniches, ne répondent pas en général à des questions, ça tend à refuser la connaissance aux animaux, c'est quand même en général embêtant. Toute théorie de la connaissance qui refuse la connaissance aux animaux va mal. Donc l'idée que la connaissance est une certaine forme d'aptitude est tentante, mais comment la réconcilier avec l'idée que la connaissance est une attitude factive? Car la conception raélienne ou belge, non seulement est souvent associée à l'idée qu'il y a une différence de nature entre knowing how et knowing that, mais l'idée que le knowing how est plus fondamental que le knowing that. Et peut-être que le second serait dû au premier. Donc je ne veux pas chercher ici à trancher la question de savoir qui, du savoir que ou du savoir comment, porte la culotte, ou est primitif. Il me semble désastreux de séparer les deux à la manière dont le font Ryle et ses successeurs contemporains. On peut très bien admettre la thèse selon laquelle la connaissance est une aptitude sans pour autant renoncer à l'idée qu'elle est une relation à des faits et à des propositions. Et ici, je m'inspire à nouveau de John Hyman, qui a proposé l'idée suivante, qui est que l'idée c'est que la connaissance est l'aptitude à être guidée par un fait. Alors évidemment, cette idée d'être guidé par un fait est un peu mystérieuse et métaphorique, mais on peut essayer de la rendre moins mystérieuse si on soutient que les faits sont aussi des raisons que nous avons de croire. Tout fait est potentiellement une raison de faire ou de ne pas faire quelque chose, de croire ou ne pas croire quelque chose. Dire que la connaissance est l'aptitude à être guidée par un fait, c'est dire qu'il y a une nature de la connaissance, mais que celle-ci peut s'exprimer de nombreuses manières. Pour reprendre une analogie de Hyman, on peut se marier par amour ou on peut se marier pour de l'argent. Ce sont certainement des formes de mariage très différentes. Mais il ne s'ensuit pas qu'elles n'instancient pas le même type d'acte, en l'occurrence le mariage. De même pour le savoir. On ne peut pas dire que c'est une aptitude, on peut dire que c'est une aptitude qui se manifeste de diverses manières, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une unité derrière cette aptitude. Mais quelle unité? Juste l'unité de l'aptitude? Comme avec les dispositions en général, je suis un catégoriciste. Autrement dit, je pense qu'on doit les réduire à leur base. Et leur base, c'est un certain état, un état mental. Ça ne veut pas dire que la notion de connaissance ne soit pas en un sens identique aux aptitudes qui la composent, mais ces aptitudes, je les placerai plutôt du côté de l'enquête que de la connaissance. Et cette image est conciliable avec celle dont je suis parti de Ernest Sosa. Mais elle en diffère. Selon Sosa, la connaissance est une certaine sorte de performance qui requiert ce qu'il appelle l'accuracy d'une croyance, l'exactitude, ce qu'il appellerait pour ma part la correction de la croyance, c'est-à-dire atteindre un but qui est le vrai. Mais ça requiert aussi la compétence, que Sosa appelle le fait d'être adroit, adroitness, mais aussi le fait que la performance manifeste la compétence. Sosa traite l'ensemble de l'attitude de connaître comme une performance, au moyen de la métaphore de l'archer que j'ai déjà évoquée. L'archer a la compétence de viser la cible, il l'atteint à travers son exercice de cette compétence ou de cette disposition. Mais là où Sosa traite l'ensemble du processus comme de la connaissance, je mets la connaissance dans l'état, dans la compétence initiale, elle est la connaissance d'un fait.
L'aspect relatif à la performance est distinct, il relève de l'enquête, c'est-à-dire de l'aptitude à répondre à des questions. Merci. Nous allons maintenant rapidement tester votre aptitude à répondre à des questions en écoutant Benoît Gauthier. Il y a un handout qui circule dans la salle. Oui, donc des questions simples. Et j'ai bien peur que dans la proposition « J'ai toujours cru que X était un imbécile et à présent je le sais », vous disiez que le X, après ces questions, c'est moi. Alors j'ai deux questions qui sont étroitement liées à propos de la première partie de votre exposé. La première porte sur la manière dont vous concevez la relation entre l'analyse conceptuelle et l'analyse métaphysique en général. Et la seconde porte de façon plus spécifique sur la thèse de Sosa, que vous semblez endosser, selon laquelle, même si un certain type d'analyse conceptuelle du concept de connaissance ne peut pas être fourni, il ne s'ensuit pas qu'il n'y a pas d'analyse métaphysique de la connaissance qui soit possible. Autrement dit, il ne s'ensuit pas que la connaissance soit métaphysiquement une entité primitive. Donc à propos du premier point de la relation entre l'analyse conceptuelle et l'analyse métaphysique en général, vous soutenez que bien qu'il faille distinguer les deux choses, l'analyse conceptuelle de la connaissance et l'analyse métaphysique de la connaissance, par exemple, il ne s'ensuit pas qu'elles s'opposent, mais vous soutenez également qu'elles ne sont pas indépendantes l'une de l'autre. Vous écrivez « L'enquête ontologique sur la nature de la connaissance n'est pas indépendante de l'analyse du concept de connaissance, au sens où la pratique les philosophes qui construisent des expériences de pensée sur les cas possibles. » Et vous écrivez même que l'analyse ontologique de la connaissance est tout autant une analyse du concept de la connaissance qu'une analyse de la connaissance elle-même. Et la manière dont vous articulez ces différents points consiste à dire que l'analyse conceptuelle est un guide pour l'analyse métaphysique, que celui qui veut comprendre ce qu'est métaphysiquement la connaissance, par exemple, ne peut pas se limiter au niveau métaphysique ou se dispenser de l'analyse conceptuelle. Et vous dites enfin, l'analyse du concept de connaissance ne nous livre pas directement la clé de l'ontologie de la connaissance, mais celle-ci ne saurait être obtenue sans l'aide de cette analyse. Alors la difficulté que j'ai, c'est que je ne suis pas sûr de comprendre, de savoir si ces différentes affirmations sont réellement compatibles. La thèse de l'indépendance, la thèse, l'idée selon laquelle l'analyse conceptuelle est un guide pour l'analyse métaphysique, et l'idée que l'analyse ontologique de la connaissance est tout autant une analyse du concept qu'une analyse de la connaissance elle-même. Et par ailleurs, j'ai la fâcheuse tendance à penser que la distinction entre analyse conceptuelle et analyse métaphysique est souvent assez artificielle, et pour le dire de façon sans trop brutale, qu'elle repose à peu près uniquement sur le fait d'ajouter à son questionnement les termes de nature, de propriété, d'entité, ou des adverbes comme ontologiquement ou objectivement. Et j'avoue que je ne parviens toujours pas à comprendre pourquoi procéder par analyse conceptuelle, se demander par exemple si nous jugerions acceptable de dire d'un individu qui fait face à une horloge russellienne qu'il sait quelle heure il est, consisterait moins à s'interroger sur ce qu'est la connaissance que se demander si la nature ou l'essence de la connaissance est d'être un état mental ou si objectivement elle est une entité primitive ou composée. Et corrélativement, se demander, c'est la formulation que donne Sosa de l'analyse conceptuelle, si le concept de connaissance est constitué en partie par les concepts de croyance, de vérité, etc., de sorte que nécessairement le concept de connaissance ne s'applique à quelque chose que si les autres concepts s'y appliquent également, cette manière de formuler les choses n'est selon moi rien d'autre, se demander cela n'est selon moi rien d'autre qu'une manière alambiquée et trompeuse de décrire le fait de se demander si savoir implique de croire, d'être dans le vrai, etc., de sorte que nécessairement on ne peut savoir que si l'on croit ou si l'on est dans le vrai. Quant au fait de se demander quelles sont les conditions de possession d'un concept, quels autres concepts il faut posséder pour posséder le concept de connaissance, par exemple, il ne me semble pas que ce genre de questionnement relève d'analyse conceptuelle au sens envisagé. Donc je ne dirais pas, comme vous le faites, que, je cite, même si l'analyse ontologique est supposée porter sur ce qu'est objectivement la connaissance, elle est tout autant une analyse du concept de la connaissance qu'une analyse de la connaissance elle-même, ou que l'analyse du concept de quelque chose ne nous livre pas directement la clé de l'ontologie de cette chose, mais peut nous guider vers elle. Je dirais plutôt que tâcher de comprendre par analyse conceptuelle ce qu'est la connaissance n'est rien d'autre que tâcher de comprendre ce qu'est métaphysiquement la connaissance, et qu'il n'y a pas d'analyse conceptuelle du concept de connaissance qui se distingue de cela. Alors j'en viens à présent à la deuxième question, qui est que pour Sosa, même si un certain type d'analyse conceptuelle du concept de connaissance ne peut pas être fourni, il ne s'ensuit pas, contrairement à ce que soutient Williamson, qu'il n'y a pas d'analyse métaphysique de la connaissance, que la connaissance est métaphysiquement une entité primitive.
Si j'ai bien compris Sosa, cela tient au fait que pour lui, bien qu'on puisse caractériser la connaissance comme une performance apte, c'est-à-dire comme une performance dans le succès c'est le fait que la croyance ait atteint la vérité, n'est pas chanceux, mais est dû de façon suffisante à la compétence du croyant, ou dérive causalement de façon appropriée et non déviante de cette compétence. Donc bien qu'on puisse caractériser la connaissance ainsi, la seule manière de dire en quoi consiste ce de façon appropriée consiste à dire pour Sosa que cette performance doxastique réussie manifeste la compétence du croyant. Or pour Sosa, et je cite, on ne peut comprendre ce qui compte comme une manifestation de quelque chose que de façon implicite, à l'instar de la bienséance, étiquette, et non au moyen d'une formulation verbale explicite et non triviale. C'est, écrit-il encore, au moyen d'exemples qu'on peut expliquer ce qui est requis pour qu'on ait affaire à une manifestation, pour que l'on puisse décider si on a affaire à une manifestation adéquate de quelque chose. Ce qui signifie, et c'est le raisonnement de Sosa, me semble-t-il, qu'on ne peut pas fournir d'analyse conceptuelle du concept de connaissance, puisque si ce qu'il avance est correct à propos de notre compréhension des conditions dans lesquelles quelque chose manifeste de façon appropriée, est une manifestation appropriée de quelque chose, on ne peut pas concevoir la connaissance comme la conjonction de facteurs indépendants, non circulairement et non trivialement caractérisables. Et donc la question vraiment très, très simple et naïve que je me pose, c'est à supposer que ce que dit Sosa, de notre compréhension de ce qui constitue une manifestation adéquate de quelque chose, soit correcte, pourquoi au juste refuser l'idée que le fait de caractériser la connaissance comme une croyance dont la vérité manifeste la compétence du croyant soit une analyse conceptuelle parfaitement acceptable de la connaissance? Bon, merci beaucoup. Je conviens en effet que je me suis sans doute exprimé de manière un petit peu trop rapide en utilisant cette terminologie. Bon, le problème que vous soulevez, mais c'était celui que implicitement je soulevais, c'est celui de savoir qu'est-ce qu'on fait exactement quand on fait de l'analyse conceptuelle. L'opposition qu'il y a entre une analyse de la nature ou de l'essence de la connaissance et une analyse du concept de connaissance, c'est l'opposition qu'il peut y avoir entre une conception de la nécessité et de l'a priori, qui est une conception strictement d'édicto, par opposition à une conception d'erré. Bon, donc, effectivement, si vous avez une conception des concepts qui est telle que analyser les concepts, c'est jamais analyser les choses, ça ne vous donne pas, on rejoint un peu le problème qu'on avait tout à l'heure avec Santiago, ça ne vous donne pas accès à une modalité d'erré, alors à ce moment-là, effectivement, il y a une opposition entre les deux. Maintenant, je crois que si vous entendez par concept une analyse conceptuelle, une analyse dans laquelle celui qui... une analyse conceptuelle, ça va forcément être une analyse dans laquelle on est supposé avoir une certaine sorte d'accès au concept en question. C'est-à-dire qu'il y a un principe de transparence qui fonctionne là. Or, effectivement, il me semble que une des thèses de la conception de la connaissance d'abord, c'est qu'il peut y avoir de la connaissance, ou pour formuler l'expression comme des philosophes naturalistes comme Cornbliss, la connaissance peut être une espèce naturelle, sans pour autant qu'on ait un accès au concept qui nous la donne. Donc, si vous voulez, je n'admets pas ce principe de transparence. C'est pour ça que je dis que les niveaux sont différents. Néanmoins, il ne s'ensuit pas pour autant que par l'intermédiaire de l'analyse conceptuelle, par l'intermédiaire de l'accès à des cas que nous jugeons possibles, nous ne puissions pas avoir accès à une certaine structure modale de la réalité. Donc, si vous voulez, c'est vrai que pour pouvoir donner l'argument complet, il faudrait pouvoir faire franchir les étapes qu'un auteur comme Frank Jackson franchit quand il propose que l'analyse soit que l'analyse métaphysique procède par les cas possibles. Bon, maintenant, si vous avez une conception des concepts qui est complètement mentaliste, implicitement, comme celle par exemple qu'ont la plupart des philosophes expérimentaux, par exemple, c'est-à-dire une conception dans laquelle vous considérez les concepts comme
soit des entités mentales, soit des espèces de conglomérats de représentations plus ou moins floues, compliquées, etc., mais qui n'indiquent rigoureusement rien, qui ne tracent aucune réalité, alors effectivement, vous ne verrez pas le lien entre les deux. Alors je dis, il n'y a pas de voie royale conceptuelle en direction de la réalité, par définition, puisque si on devait admettre une conception comme celle-là, bon, c'est une espèce d'idéalisme transcendantal, pour ça que j'ai cité Königsberg au début, mais donc, alors certainement je devrais trouver une autre formulation que la question de guider. Ce que je voulais dire, c'était pas simplement qu'on doit passer par l'analyse conceptuelle. Bon, la forme logique dont il est question, elle peut être soit le rendu d'une certaine sorte de théorie de la connaissance, mais elle peut être aussi un guide, au sens où vous regardez quelles sont les implications variées entre les phrases et la forme logique, ça vous donne une espèce de trame d'inférence, et ceci vous laisse indiquer que vous avez affaire plutôt à des événements, plutôt à des faits, plutôt à des propriétés. Et donc c'est en ce sens-là qu'il y a quelque chose comme une espèce que j'appelle d'inférence à la meilleure explication. Donc je pense effectivement que les niveaux sont distingués, mais que pour autant, ils ne sont pas ni dépendants l'un de l'autre, ni totalement indépendants. Voilà, c'est évident, c'est très difficile de formuler ça. Et c'est vrai que dans les problèmes que j'ai évoqués, c'est délicat de les évoquer. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que, contrairement à un philosophe comme Peter Hacker, je ne considère pas qu'une fois qu'on a expliqué ce que c'est que la grammaire des concepts en question, ça y est, le business est terminé et on peut aller prendre le thé. Donc, c'est en ce sens-là que je dis ça. Alors maintenant, Sosa, il soutient que les deux conceptions ne sont pas incompatibles. Et il donne, en effet, peut-être pas une analyse, mais bon, il y a cette notion que Carnap utilisait, une quasi-analyse. Bon, c'est une espèce de pirouette, peut-être. Disons qu'il cherche néanmoins à caractériser la notion. C'est très différent, par exemple, de ce que vous avez chez Kiss-Ossak, qui pose ses primitifs et puis qui ensuite développe sa conception sans... Il me semble que l'idée de Sosa, de la performance qui découle de la compétence avec des conditions particulières causales qu'il donne, ou une analyse fiabiliste comme celle de Goldman, c'est des manières d'essayer d'expliquer ce que c'est que la relation appropriée. Alors peut-être qu'il y aura toujours, comme on l'a vu hier à propos de la notion de raison adéquate, une sorte de résidu qui fait que, presque une espèce d'élément démonstratif, qui fait que tant que, en quelque sorte, j'ai pas vraiment brisé le vase de Freud de manière appropriée, si je n'ai pas fait une espèce de geste du genre « Ah, tant pis !» Alors à ce moment-là, je n'ai pas fait la chose de manière appropriée. Mais même Freud lui-même ne peut pas scruter dans mon esprit.